Bonjour à tous, aujourd'hui un cours sur les pointeurs en langage C. Alors on va d'abord s'intéresser à l'organisation de la mémoire. La mémoire peut être vue comme un empilement de données et ces données sont stockées sous forme de cases de 1 octet dans différentes cases qui vont être empilées les unes sur les autres. Alors chaque donnée, chaque variable est rangée à un endroit précis de la mémoire. Donc par exemple un long int qu'on va appeler x va par exemple être stocké ici dans la mémoire, et comme un long int occupe 4 octets, eh bien, il y a 4 cases qui vont être réservées pour stocker la variable x. De la même façon ici, les variables C1 et C2 sont de type caractère, donc occupent 1 octet, et enfin un tableau de 3 caractères va occuper 3 octets. Dans chaque case, on va avoir la donnée, ici, qui par exemple, qui pourrait être pour la première case du tableau mot 0x3c. Évidemment, les variables sont stockées de façon contiguë, c'est-à-dire pour une même variable, les 4 cases vont se suivre, il n'y aura pas d'espace entre 2 cases. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que la mémoire est constituée de cases qui vont être repérées par ce qui s'appelle des adresses. Chaque zone mémoire va avoir, chaque case a une adresse. Par contre, chaque variable n'aura qu'une adresse, même si cette variable contient plusieurs cases. Par exemple, dans le cas de la variable x, son adresse, ça sera 12ff88, même si elle occupe les cases 88, 89, 90, etc. De la même façon, un tableau va être stocké à l'adresse de la première case du tableau, là en l'occurrence 12ff83. Voilà, et les données sont empilées comme ça, suivant toutes les adresses. Alors, nous, on va avoir besoin de manipuler des adresses, notamment quand on veut créer des fonctions qui doivent modifier plusieurs variables. C'est pas possible de le faire avec une fonction classique avec un return, parce que le return ne renvoie qu'une seule variable. Donc si, dans cet exemple-là, on veut ajouter 10 à la variable x et à la variable y, ben, il va falloir passer non pas les valeurs x et y, mais les adresses. C'est pour ça qu'on rajoute le et commercial, le s-perluette, ici, devant le x et devant le y. Ce programme va aller modifier directement en mémoire la variable x, et le s-perluette peut être compris comme adresse de. Par exemple ici, ce sera l'adresse de x. Et ce programme affichera x égale 11, y égale 13, puisqu'il aura ajouté 10 à chacune des variables. Alors, qu'est-ce qui se passe en mémoire? Ben, on a l'adresse d'un int ici qu'on va appeler ex ou ey, qui contient l'ordre de l'exécution de la première ligne 1 et 3. Puis quand on va appeler la fonction ajoute 10, eh ben, le contenu de x et de y va être modifié, va être remplacé par 11 et 13. Alors, souvenez-vous, le scanf, on utilisait EA. Pourquoi EA? Parce qu'on va accéder à l'adresse de A et on va la remplir avec ce qui va être saisi par l'utilisateur. Si l'utilisateur saisit 2.7 par exemple, eh ben, l'adresse de A contiendra 2.7, ce qui correspondra à la variable x. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire sans manipuler les adresses, comme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une fonction qui modifie plusieurs variables, ou faire un tableau dont la taille serait variable en fonction du programme. Pour manipuler les adresses, on va stocker ces adresses dans des variables, et ces variables, ça sera des pointeurs sur des chars, des pointeurs sur des floats, etc. Alors, pour définir un pointeur, il suffit d'écrire int et puis de donner une valeur et de rajouter ce petit symbole ici, cette étoile qui va se traduire par pointeur. Donc, si on lit de la droite vers la gauche, la variable p entier, c'est un pointeur, ce qui est indiqué par l'étoile, vers un entier. Donc, le p entier, ça sera une case mémoire qui contient l'adresse d'un int, et ce int, pour l'instant, il n'existe pas, mais il va être à cette adresse-là. De la même façon, si on crée un pcarac qui est un pointeur vers un char, on va créer une case mémoire dans laquelle il y aura l'adresse d'un char qui va désigner une case qui contient un caractère. Attention, quand on définit ces pointeurs, comme toutes les autres variables, de base, elles ne sont pas initialisées. La valeur est indéterminée, c'est pour ça qu'ici, vous avez des points d'interrogation dans les cases qui correspondent au pointeur.
Et il faut bien comprendre que ce qui est important, c'est int étoile, ce qui signifie pointeur vers un int. Et ici, on a le nom de la variable, qui est qui en l'occurrence sera un pointeur vers un entier ou un pointeur vers un char. L'opérateur esperluette, le et commercial, signifie adresse de et il va nous permettre d'initialiser le pointeur. Par exemple, si je crée ici un pointeur qui s'appelle ptr qui pointe vers un entier et que ensuite je crée une variable val qui est un entier, lorsque j'initialise val à 10, je remplis la case val ici avec la valeur 10. Et puis quand je vais effectuer cette ligne-là, ptr égale adresse de val, ça veut dire que je vais remplir la variable ptr avec l'adresse qui correspond à val. L'opérateur étoile, lui, signifie pointer par. Il va nous permettre de lire une variable pointée par un pointeur ou de modifier la variable qui est pointée par ce pointeur. Exemple, si on définit ptr comme un pointeur vers un entier, ça permet de définir cette case-là. Je crée val et i qui sont deux entiers, je remplis la variable val avec 10, et pour l'instant, i n'a pas de valeur. Je fais pointer mon pointeur ptr vers l'adresse de val, donc ça veut dire que ici, dans cette case, j'aurai l'adresse de val, donc ça va me désigner cette case-là. Si maintenant je dis étoile ptr, c'est-à-dire ce qui est pointé par ptr, je le mets dans i, ce qui va se passer, c'est que ce qui est pointé par ptr, c'est 10, et à ce moment-là, je remplis i avec la valeur qui est pointée, c'est-à-dire 10. Enfin, dernière instruction, étoile ptr égale 25, ça veut dire que là, maintenant, je vais prendre 25 et je vais le mettre dans la case qui est pointée par ptr. Comme la case pointée par ptr, c'est val, on va se retrouver avec 25 ici, dans val. Alors attention, il y a des confusions possibles entre et étoile avec suivant le type d'utilisation. Si je crée des entiers ici et un pointeur ici p, quand j'écris i fois j, c'est bien l'opération multiplier. Quand je fais i et j, c'est bien l'opération et bit à bit. Maintenant, quand j'utilise et i tout seul, ça signifie adresse de i. Quand j'écris étoile p, c'est la valeur qui est pointée par p, que ce soit pour venir lire la valeur, soit pour affecter la valeur pointée par p. Concrètement, voilà ce qui se passe en mémoire. Quand on crée un pointeur, donc ici int étoile ptr, ça signifie je crée une variable ptr qui va contenir l'adresse d'un entier. Par défaut, elle n'est pas initialisée, donc on retrouve ici le point d'interrogation. Je crée la variable val, ça va me créer une deuxième variable qui s'appelle val et dont le contenu n'est pas initialisé. Ces deux cases-là, ces deux variables, ptr et val, ils ont chacun une adresse. Par exemple, 12ff8c et 12ff88. Quand j'effectue cette ligne-là, je remplis, on l'a déjà vu, val avec la valeur 10. Et par contre, quand je fais ptr égale eval, ça veut dire que je prends l'adresse de val, donc cette valeur-là, et je la mets ici dans ptr. Donc ptr contient 12ff88 qui est l'adresse de val tout simplement. Ce que vous pouvez remarquer aussi tout de suite, c'est que la place occupée en mémoire par un pointeur est de 4 octets. Pourquoi? Parce que les adresses sont codées sur 4 octets. Et ça va être indépendant du type pointé parce que de toute façon, le pointeur contient une adresse. Donc que ce soit l'adresse d'un char, l'adresse d'un int, l'adresse d'un tableau, de toute façon, ça sera une adresse, donc ça sera toujours codé sur 4 octets. Il est possible d'ajouter ou de soustraire un entier à un pointeur. Si on veut déplacer un pointeur, on peut ajouter un entier, c'est-à-dire 1 si on veut l'incrémenter de 1, 2 si on veut l'incrémenter de 2, etc. On peut aussi également le soustraire. La valeur ajoutée représente le nombre d'éléments du type pointé et pas le nombre d'octets. C'est-à-dire que si on fait +1 alors qu'on pointait sur des int, c'est-à-dire sur des données qui sont contenues sur 4 octets, on va avancer ou reculer de 4 cases. Par exemple, P est un pointeur sur un int, mettons qu'il pointe à l'adresse ff80, donc là il pointe sur cette case-là qui contient 2. Si j'effectue l'opération P plus 1, et à ce moment-là, je vais pointer sur l'entier suivant, et donc du coup l'adresse suivante, ça sera
84, non pas 80, mais 84, puisque je vais sauter 4 cases, on pointe sur des entiers, donc pour incrémenter, pour aller sur l'entier suivant, il faut augmenter de 4. Si je fais P plus 2, ça sera 88, et si je recule, eh ben, je vais reculer aussi de 4 cases, et donc je vais tomber sur l'adresse 7C. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que ce que vous avez utilisé quand vous utilisez des tableaux, je crée un tableau tab de i permet d'accéder à la ième case du tableau. En fait, i, ça représente le nombre de cases dont on va se déplacer par rapport au début du tableau, c'est-à-dire l'adresse du tableau. Donc finalement, ces notations qu'on va montrer ici sont équivalentes, c'est-à-dire que l'adresse de tab 0, bah, c'est le nom du tableau, donc c'est tab. Tab 0, c'est le contenu de la première case, et donc je pourrais y accéder en utilisant le symbole étoile. Étoile tab, ça me permet d'accéder à la première case du tableau. Si je veux accéder à la ième case du tableau, eh ben, je peux faire étoile de tab plus i, tout simplement. Et si je veux l'adresse de la ième case, bah, je pourrais soit écrire tab plus i, soit faire et de tab de i. Et ces notations peuvent être utilisées indifféremment avec des pointeurs ou des tableaux, c'est-à-dire que cette notation ici, que vous avez l'habitude d'utiliser pour les tableaux, je pourrais très bien l'utiliser pour les pointeurs, mais en général, pour les tableaux, on privilégie cette notation-là, et pour les pointeurs, on privilégie cette notation-ci. Alors, quand on définit un pointeur, on a dit tout à l'heure que sa valeur est indéterminée, c'est-à-dire qu'il pointe un petit peu au hasard dans la mémoire. Et ça peut être dangereux. Et donc, la bonne pratique, c'est d'utiliser une adresse invalide qui s'appelle nul. Elle est interprétée comme un 0 finalement, et la bonne pratique, c'est d'utiliser ce pointeur à nul. Avant d'utiliser un pointeur, on pourrait éventuellement tester si l'adresse est valide, c'est-à-dire s'il y a bien une adresse dedans, si elle est différente de nul, donc on écrirait if ptr différent de nul, alors, etc. Pour voilà, un exemple d'initialisation de pointeur, donc je définis p comme étant un pointeur vers un long, c'est-à-dire un entier long, et je l'initialise à nul, c'est-à-dire que je lui donne pas d'adresse par défaut, en tout cas je lui donne une adresse qui n'existe pas. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la théorie, on va voir comment est-ce qu'on peut modifier deux variables qui sont hors de portée d'une fonction, c'est-à-dire si on veut modifier une variable qui n'est pas définie dans la fonction et qui ne serait pas non plus une variable globale. Alors, et on va aussi regarder comment créer des tableaux avec des dimensions variables, enfin des dimensions qui pourraient être définies ou changées au cours de l'exécution du programme. Alors, pour qu'une fonction puisse modifier une variable qui est hors de sa portée, c'est-à-dire qui n'est pas définie dans la fonction et qui n'est pas non plus une variable globale, on va être obligé de passer en paramètre non plus sa valeur, mais son adresse. Et cette adresse doit être récupérée par un paramètre de type pointeur. Donc, d'où la définition de notre fonction qui s'appelle ajoute ici, int étoile pa, c'est-à-dire on va passer un pointeur vers un entier, on va passer un deuxième pointeur vers un entier, et puis on va modifier les variables pointées, donc étoile PA, c'est la variable pointée par PA, on va lui affecter la valeur, celle qu'elle avait avant, donc étoile PA, plus 10. Et quand on va exécuter ce programme, x et y valent 1 au début, et après l'exécution de la fonction ajoute, ils vaudront respectivement 11 et 13. Et ça, c'est complètement différent de cette écriture-là. Si on écrit comme ça, une fois qu'on aura exécuté cette ligne ici, eh bien, les variables x et y vaudront toujours 1 et 3, puisqu'elles n'auront pas été modifiées, puisque quand on fait l'appel de cette fonction ajoute ici, on passe en paramètre une copie, si vous voulez, on passe juste la valeur. Donc là, je pouvais remplacer ce x par 1 et ce y par 3. Donc ici rentre 1 et 3, etc. Et a et b qui sont définis localement dans la fonction ne seront pas modifiés dans le programme principal ici. Alors maintenant, on va regarder comment créer des tableaux de dimensions variables en fonction qui pourraient être modifiés dans le programme. Pour déclarer un tableau, on écrit ça, int, donc par exemple char, nom par exemple tab, et nombre d'éléments par exemple 10, si on veut créer un tableau contenant 10 caractères.
il faut que quand on écrit ça, il faut que le nombre d'éléments ici soit connu lors de la compilation. Sinon, ça générera une erreur de compilation. Nous allons utiliser du coup des pointeurs pour pouvoir générer des tableaux dont la taille serait variable pendant le programme. Les fonctions nécessaires sont ces quatre-là, enfin on n'aura besoin que de trois. Sizeof qui permet de connaître la taille d'une variable en octets, malloc ou calloc qui permettent de faire une réservation d'espace mémoire pendant le programme. On va voir la différence entre ces deux fonctions. Et free qui nous permet, une fois que l'espace mémoire n'est plus utilisé, de le libérer. Ça c'est important parce que tout l'intérêt de faire des tableaux dynamiques, enfin de l'allocation dynamique de mémoire, réside dans le fait qu'on peut, une fois qu'on s'en sert plus, libérer l'espace. Alors tout d'abord, l'opérateur sizeof. Cet opérateur nous renvoie en nombre d'octets la taille d'une variable. La variable retournée est un entier non signé, c'est-à-dire que c'est forcément une valeur positive tout simplement. Alors si je définis x comme étant un float et taille comme étant un entier, je peux écrire taille égale sizeof x, puisque sizeof m'a renvoyé la taille de x étant un float, la valeur de taille ici, ça sera 4, puisque c'est stocké sur 4 octets. Maintenant, si on peut aussi mettre, là c'est un exemple où on donne le nom d'une variable, mais on peut utiliser sizeof directement avec, en passant en paramètre un type. Donc ici on met une variable, ici on met un type char, donc sizeof de char, bah, ça va renvoyer 1 puisque les chars sont stockés sur un octet. Maintenant, cette fonction malloc qui permet d'allouer, de réserver une place en mémoire. Alors vous voyez que ça s'écrit comme ça, pointeur égale malloc de taille. Ici, on va passer un certain nombre d'octets. Malloc, c'est la fonction, et pointeur, ça va être l'endroit dans la mémoire. Ça va nous donner une adresse. Enfin, cette fonction nous renvoie une adresse, et cette adresse, on va la stocker dans une variable qui s'appelle par exemple pointeur, ou p, ou ptr, comme on veut. Donc cette fonction, on vient de le dire, réserve un bloc de taille octet. Donc si taille vaut 12, ça veut dire qu'on va réserver 12 octets. Et on va utiliser sizeof pour déterminer le nombre d'octets à réserver. Si la mémoire demandée n'est pas disponible, par exemple dans un cas particulier où la mémoire serait pleine, à ce moment-là, malloc renvoie le pointeur nul, ce qui va nous permettre de vérifier que l'allocation de mémoire ou la réservation de mémoire s'est bien passée. Ces fonctions se trouvent dans la librairie stdlib.h standard du C. Un exemple d'utilisation, je définis taille comme étant un entier, je définis, donc ça me permet de créer cette case là, qui va avoir une certaine adresse, je définis double ptr nul, c'est-à-dire je crée un pointeur qui pointe vers un double et qui pour l'instant n'est pas initialisé. Voilà ce qui se passe en mémoire. Taille, on lui demande de recevoir la taille de ce qui est pointé par ptr, donc ce qui est pointé par ptr c'est un double, donc ce qui va être la valeur de taille ici, ça sera 8, puisque les doubles en C sont stockés sur 8 octets. Donc c'est pour ça qu'ici on va apparaître un 8. Maintenant, je vais utiliser ma fonction malloc qui me permet de réserver de la mémoire, et donc je veux réserver de la place pour stocker un double, et donc ptr va être... ça va me réserver quelque part, le compilateur me réserve une place en mémoire, qui va avoir par exemple cette adresse-là, et qui va être de la taille d'un double. Dedans, je pourrais mettre un double. Donc ptr prend cette valeur-là, puisque c'est la zone qui vient d'être allouée par malloc, et quand j'exécute étoile ptr égale 3.5, bah, tout simplement, je viens mettre la valeur 3.5 dans cette case qui a été créée par malloc. Alors, calloc, c'est un petit peu différent de malloc. Au lieu de donner directement une taille en nombre d'octets, on passe deux paramètres. N, c'est le nombre de cases qu'on veut, le nombre de cases qui correspondent à cette taille-là. Donc, par exemple, pour les tableaux, ce serait bien adapté si n, c'est une variable qui vaut 12 à un moment dans le programme, et qu'on veut faire des ints, on fait sizeof int, et puis on met n ici, et donc ça va nous réserver la bonne place en mémoire.
Et évidemment, cette fonction, elle renvoie aussi une adresse qu'on va stocker ici dans un pointeur pour avoir l'endroit du premier élément de la zone réservée. De la même façon comme malloc, on va combiner calloc avec sizeof pour réserver la bonne place mémoire. Si c'est pas disponible, de la même façon, le pointeur retourné, enfin l'adresse retournée est nulle, et donc du coup on peut savoir que l'allocation mémoire ne s'est pas bien passée. Exemple d'utilisation de calloc, donc on crée taille, qui va nous permettre d'avoir une case mémoire dans laquelle on va pouvoir stocker la taille, ce sera l'entier. On crée un pointeur initialisé à nul. On vient récupérer taille qui est la taille de ce qui est pointé par PTR, donc 8 toujours, puisque c'est un double. PTR, et là on veut faire une allocation pour réserver 3 cases de taille, c'est-à-dire 3 fois 8, ça fera 24 octets. Et on va voir ça comme étant une allocation de 3 cases différentes dans lesquelles on peut mettre des doubles. Donc voilà ce qui se passe quand on fait ça. On a réservé 3 cases, donc à l'adresse ici 300 000, 300 008 et 300 010. Et quand on va exécuter, donc quand on fait ça, quand on fait ptr égale calloc, ça nous permet de pointer vers la première case du tableau, c'est-à-dire 300 000. Et quand je vais faire ptr 1 égale 3,5, ça veut dire que je vais aller dans la case numérotée 1, ça c'est la case numérotée 0, ça c'est la case numérotée 1, et ça c'est la case numérotée 2, donc c'est ici que la variable va être stockée. En l'occurrence, la valeur va être stockée, en l'occurrence 3,5. Et maintenant, la libération de la mémoire se fait avec la fonction free, et on libère la zone mémoire tout simplement en écrivant free entre parenthèses notre pointeur, donc par exemple ptr. C'est le langage, donc c'est le compilateur qui va gérer la taille du bloc à libérer parce qu'il sait de combien de blocs il avait réservé au moment où on avait fait le calloc ou le malloc. Le programmeur, c'est-à-dire vous devez vous occuper de libérer tous les blocs qui sont plus utilisés, ça permet d'avoir un maximum d'espace disponible à tout instant. Exemple d'utilisation de calloc. Alors, vous voyez ici, on veut faire un tableau, donc on crée ptab qui est un pointeur vers un double, initialisé à nul. Int, c'est le nombre d'éléments. On vient demander à l'utilisateur de rentrer le nombre d'éléments. Et une fois qu'on le connaît, on peut faire une allocation dynamique avec calloc du nombre d'éléments, de la taille de sizeof qui est pointé par ptab. Et ça, donc en l'occurrence, ptab il pointe sur des doubles, donc ici ça sera 8, et suivant ce qu'aura rentré l'utilisateur, on va réserver n fois 8 cases mémoire, et ça on vient l'affecter à la variable, au pointeur ptab. Si l'allocation s'est bien passée, c'est-à-dire que si elle ne s'est pas bien passée, si ptab égale nul, à ce moment-là, mémoire saturée, puis on sort du programme. Et sinon, si ça s'est bien passé, on va pouvoir faire l'affectation des valeurs du tableau en utilisant ptab crochet 0, comme si on utilisait un tableau classique. Et donc là, on vient utiliser nos données, on fait notre programme. Et une fois qu'on a terminé, on vient libérer l'espace mémoire avec free ptab, ce qui va libérer tous les éléments qui ont été réservés par calloc. Alors, une petite remarque sur l'utilisation de sizeof. Sizeof, on l'a vu, nous permet de déterminer la taille d'une variable, quand on fait sizeof x par exemple, ou de déterminer la taille d'un certain type, quand on fait sizeof char par exemple. Alors, quand on l'utilise avec un tableau, on a ici défini un tableau de 20 caractères. Ici, sizeof va nous renvoyer 20, puisque ça sera la taille, la place occupée par le tableau, c'est-à-dire 20 fois un octet. Quand on l'utilise avec un pointeur, même si on l'utilise dans l'esprit d'un tableau, ça ne va pas être exactement la même chose. Ici, on définit un pointeur vers un char, et donc ptr n'est pas défini comme un tableau, même si il contient l'adresse d'un tableau. Donc finalement, ces deux lignes-là, cette ligne sizeof ptr, ça va nous renvoyer le nombre d'octets occupés par le pointeur. On a vu que c'était 4 puisque les pointeurs contiennent des adresses. Et ici, quand on fait sizeof étoile ptr,
on va revoir le nombre d'octets occupés par un char, puisque PTR pointe sur un char, et donc là, la valeur envoyée, ça sera 1. Donc dans ce cas-là, ça sera 20, dans ce cas-là, ça sera 4 parce que c'est une adresse, et dans ce cas-là, ça sera 1 parce qu'on pointe sur un char. Enfin, void étoile, c'est c'est un pointeur générique, c'est un peu particulier. C'est quand on a besoin de pointer vers on ne sait pas quoi. Voilà. Ce type de pointeur pointe sur une variable de type quelconque, on ne sait pas si c'est un char, un int, un double, un float, etc. Ça pointe quelque part, c'est juste que c'est un pointeur. Alors, c'est pas possible de récupérer ce qui est pointé par void, puisque ça n'a pas, de sens et ça sera refusé par le compilateur, puisqu'on ne connaît pas le type. Donc, vous ne pouvez pas récupérer, vous ne pouvez pas stocker c'est comme une variable. Void est plutôt utilisé pour les déclarations. Et enfin, dernier transparent, donc quand on fait du passage par adresse, et c'était le contenu de ce cours-là, de temps en temps, on a besoin de passer l'adresse d'une variable, notamment pour les choses qui sont volumineuses comme les tableaux. Donc quand vous définissez une fonction qui utilise le passage d'un tableau en paramètre, vous écrivez int tab crochet. Ça permet de dire, ben, ici je vais passer l'adresse d'un tableau. Et puis ici, en général, on passe aussi le nombre d'éléments pour savoir quand on veut parcourir le tableau. C'est bien de connaître le nombre d'éléments à parcourir. Et par contre, ça peut être dangereux parce que ce tableau, on a besoin des fois de le passer en paramètre, mais il ne faudrait pas qu'il soit modifié. Donc pour protéger le tableau, on va rajouter ce mot-clé ici qui s'appelle const, qui dit au compilateur, attention, dans cette fonction, on ne doit pas modifier le contenu de table. Parce que c'est le risque, c'est l'avantage des pointeurs, c'est-à-dire de passer l'adresse, ça permet de modifier la variable, mais il peut arriver parfois qu'on modifie accidentellement le contenu d'une variable qu'on ne voulait pas modifier. Donc pour protéger ça, on rajoute le mot-clé const, et à ce moment-là, le compilateur surveillera que dans la fonction, il n'y a jamais de modification du tableau. Donc là, par exemple, mini égale tab de i ne pose pas de problème. Par contre, si on écrit tab de i ici égale mini, à ce moment-là, ça générera une erreur à la compilation, puisqu'on a dit qu'il fallait que ce tableau soit protégé et donc pas modifié dans la fonction. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez tout compris, et sinon n'hésitez pas à poser des questions.